Donc les amis, je viens tout de suite de rejoindre Elia. Elia, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Et vous? Ah, tu sais, tu vous vois directement les gens dans le YouTube. C'est ça, bonjour YouTube. On va commencer la visite du paysan urbain. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que on est carrément sorti pour que vous vous rendiez compte qu'on est vraiment en plein cœur de la ville. Et là, je vous montre l'entrée avec Nawel qui nous filme de l'autre côté. Salut Nawel. Ça porte bien son nom, le paysan urbain, non? Bah, c'est sûr que là, on est vraiment en plein cœur du 20e arrondissement. Paysan, ça, on va le voir ensemble tout de suite. Ouais. Mais urbain, ça, c'est sûr. Gérard nous disait que tu étais rentré là en service civique. Ouais. Tu faisais quoi comme étude avant? Comment tu as eu l'idée de faire un service civique? Qu'est-ce que c'est qu'un service civique? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Moi, je suis ingénieur mécanique à la base. Ah Donc, ouais. J'ai fait une école de mécanique qui s'appelle Supméca. En fait, en 2020, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a eu un petit incident avec une maladie qui a bloqué un peu quelques trucs. Ça me dit rien. Du coup, c'était pas si facile de trouver du travail, surtout pour un ingénieur qui veut pas forcément travailler dans une entreprise soit qui pollue, soit qui fait de la défense, sachant que voilà, les plus gros employeurs de mon école, c'était que des entreprises de défense et des grosses entreprises qui polluent. Ça a été assez compliqué, j'ai eu genre un entretien d'embauche sur 100 demandes, quoi. J'avais des amis, je voulais faire une coloc, j'avais ma copine qui était là, donc voilà, je voulais être sur Paris. Le plus simple pour trouver du travail, avec ce que je voulais faire vraiment, c'était de trouver un service civique. Donc là, ça a été beaucoup plus facile. Et du coup, je suis arrivé ici donc en 2021, octobre 2021. Et du coup, là, j'ai fait 6 mois en pédagogie avec les enfants, donc maternelle, primaire, et 6 mois en production avec Loïc à l'équipe jardin sur faire des plans de culture, organiser les récoltes de fleurs, etc. Tout ça en service civique ou tu es devenu salarié au bout d'un moment? Et surtout, il me semble que tu quittes pour monter ton propre projet. Yes. Donc j'ai fait 9 mois comme ça en service civique et c'était pas facile mais c'était hyper sympa et intéressant. Quand on a un salaire qui est plus bas que le loyer, c'est pas évident mais on a tenu le coup et c'était très chouette, c'était une très bonne expérience. Et du coup après j'ai essayé de convaincre Gérard que je pouvais être utile aux paysans urbains un peu plus longtemps. Et du coup il m'a pris en CDI et du coup j'ai travaillé sur la partie team building, donc réussir à aussi faire de la sensibilisation auprès d'un public qui est déjà un peu aux prises avec les sujets de l'environnement, les dégradations aussi que les entreprises peuvent faire vis-à-vis de l'environnement, et essayer de les sensibiliser à ça et de leur montrer qu'il y a le climat dont on parle beaucoup, mais il y a aussi la biodiversité et il y a aussi d'autres limites planétaires en fait. Et tout ça dans un cadre en fait qui permet d'être sensibilisé dans le sens premier du terme, c'est-à-dire avec vraiment les sens, au fait que la nature ça nous apporte plein de choses, c'est beau et il faut la protéger et ça a du sens. J'ai commencé à travailler là-dedans, donc il y avait toute la partie création de l'offre d'animation, prospection aussi, donc ça c'est la partie commerciale qui m'intéressait un peu moins, mais voilà, c'était un peu aussi le travail. Et puis suivi administratif, gestion de l'emploi du temps, donc voilà. Et pour le coup, là mon diplôme d'ingé a bien servi puisque toute la partie organisationnelle, etc., c'est quand même plus pratique que de partir sur des bases où on a eu des études un peu plus poussées là-dessus. Et donc la suite, parce qu'il y a une suite. Ouais. Donc la suite, là, je pars la semaine prochaine en gros, et du coup, on va se former avec ma copine dans le Limousin. On va faire une formation de l'ADR. Voilà, l'ADR Limousin. J'imagine que tu connais. On adore les ADR. Voilà. Du coup, c'est une formation qui commence à partir de février. Donc en attendant, on va faire pas mal de woofing, on va tourner un petit peu. On a aussi pas mal de terrain autour de la maison de ma copine à Limoges. Donc on va pouvoir se faire un peu la main aussi sur le jardin là-bas. Et puis peut-être à terme monter une ferme si on voit que c'est fait pour nous ou pas. Parce que du coup, c'est quoi la formation que tu vas faire? C'est une formation maraîchage, j'ai un peu arboriculture, enfin voilà. Ça dure 1 an et il n'y a que 2 ou 3 semaines, je crois, de cours vraiment. Donc tout le reste, c'est du stage, donc c'est quand même très appliqué. On a déjà prévu de faire un woofing à la ferme des Sailles, qui est une ferme hyper intéressante, je ne sais pas si tu connais, mais ils sont au sud de Limoges. C'est un petit couple un peu néo-ruraux qui s'est installé et ils font des trucs super. Et puis après, on va voir si c'est fait pour nous, on va essayer de développer notre propre modèle. C'est vrai que la partie pédagogie, ça reste intéressant, et puis ça m'a permis aussi de prendre conscience que faire reposer tout un modèle économique que sur la production, c'est très difficile, et ça peut être intéressant de jongler avec d'autres choses, d'autres activités sur le terrain. Et ici, l'idée un peu derrière quand même, c'était vraiment de faire venir des entreprises, canaliser leur flux vers un projet qui a du sens. Des entreprises qui font pas forcément des choses très bonnes pour l'environnement en plus de base. En fait, les activités qu'on fait avec les entreprises permettent de financer ce qu'on fait avec les écoles. Donc voilà, essayer de trouver un modèle économique comme ça où on pique un peu de l'argent et le rediriger vers des projets qui ont plus de sens. Eh bien, il est l'heure de visiter tout ça, les amis. On y va? C'est parti. Attention. T'as vu l'accident qu'on a failli avoir ou pas? Hop. Et nous voilà en face de l'entrée du paysan urbain. Quand on arrive ici, généralement, il y a un monsieur qui nous dit bonjour, comment ça va? Vous êtes déjà venu au paysan urbain? C'était Bruno, oui. Ouais, là, on voit les tours d'accès dont nous parlait Gérard pour descendre dans la grotte. C'est un peu nos mines de la Moriane ou quoi. Ouais.
Et là, donc aujourd'hui, on a un sublime marché de producteurs Tout à fait. qui est là tout le temps. C'est spécialement Non, pour c'est aujourd'hui. spécialement pour aujourd'hui. On a pris contact avec un peu tous les producteurs qu'on connaît en fait sur le territoire. On a Véniverdi, Pépin Prod, on a aussi l'Alambic Parisien, c'est un distillateur en fait qui récupère certaines de nos productions et qui crée des alcools. Et il est à 2 pas de chez nous. Ok. Voilà, on a une brasserie, on a des miels, on a une conserverie qui récupère une partie de nos invendus aussi pour qu'on fasse moins de gâchis. Et puis donc voilà, on a réuni un peu tout ce beau monde. Et du coup, ça permet aussi de faire du lien avec le quartier, avec les gens qui produisent, et puis de faire connaître un peu tous les petits producteurs locaux aux gens qui connaissent déjà le paysan urbain ou qui viennent pour l'occasion. Et donc ça permet de faire de la cohésion sur le territoire, quoi. Là, on parlait du marché de producteurs, mais on n'a pas vu, on est passé très rapidement. Gérard nous a parlé d'un magasin là. C'est le magasin qui est juste là. Ouais. Il est ouvert du mercredi au samedi, de 11h à 18h en été et de 17h en hiver. Et du coup, là, on vend donc un peu toutes les productions qu'on fait vraiment à la ferme pour les gens du quartier. Donc, on a quand même les micro-pousses et les fleurs comestibles. Mais c'est vrai que les gens, ils sont un peu moins intéressés par ça en vente directe. Et sinon, on a tous les plants. La partie pépinière qui marche très très bien. Donc pour les gens qui ont des balcons, pour les gens qui ont des jardins partagés. On fait de la vente de terreau, de terre compostée avec nos partenaires. On a du coup des miels, des tartinades, des pestos, des tisanes. Ça c'est ici. Des liqueurs, des bières, enfin voilà, on a plein de choses. On va peut-être pas y aller maintenant parce qu'il y a, Il y a beaucoup de monde. On essaiera peut-être un peu plus tard, on verra si on peut y aller. On va directement aller juste à côté là. Et les activités, c'est dans ce fameux bâtiment. Tout à fait. On fait le tour? On fait le tour. Allez, Super. on fait le tour du bâtiment. Yes. Regardez, ils sont là. Là, on va aller voir. Ouais. Il y a Mathéo qui travaille ici aussi. Mathéo qui est la relève assurée. C'est la relève assurée? C'est la relève assurée. Voilà. Bonjour. Alors, qu'est-ce que fait Mathéo ici? Alors ici, je vais remplacer Elia pour être responsable des animations pour les entreprises. Vu que c'est un peu une passerelle, pendant 5-6 mois, il y a un peu de salaire sur la ferme. Il fallait que j'ai une activité supplémentaire. Je suis là aussi le samedi pour faire des ateliers grand public. On va surtout essayer d'utiliser les produits de la ferme pour justement faire des ateliers créatifs. En fonction du nombre de personnes, ça ne va pas contrarier l'activité. Chacun fait son truc et repart avec quelque chose. Et ça permet de faire connaître la ferme, donc c'est assez chouette. Et alors là, vous faites un pesto de quoi, par exemple? Donc, c'est que de la micro-pousse, ça? C'est ça. Là, du coup, c'est un pesto de micro-pousses. Chacune a choisi. On est allé dans la serre et on a goûté les différentes micro-pousses. Là, on est surtout sur du basilic, un peu de coriandre, aussi un peu de pois vert. Coriandre, c'est laquelle, la pousse de coriandre, là? C'est celle-ci. Fais-moi sentir ça. Ouais. Ah ouais. C'est pesto low-tech. Hein. Il n'y a personne qui a de mixeur. Sinon, c'est pas un pesto. Pesto, ça vient de pestare en italien, c'est écrasé avec un mortier et un pilon. Putain, je savais pas que t'étais italien, toi. Non, je viens de Nice à la base, donc presque. C'est à côté, quoi, vous êtes voisins. Et après, on en fait quoi de ce pesto, du coup? Chaque personne va pouvoir repartir avec et le déguster avec envie et avec fierté. Là, il vient d'où? Là, il vient de Sorbier, la serre qui est à environ 1 km d'ici. Ouais. Et donc, on a essayé de prendre un maximum de produits qu'on produit. Ah, je peux goûter les trucs un peu? Ouais, bien sûr. Moi, là, je fais que de la coriandre depuis tout à l'heure. Ça ressemble à du petit pois. Est-ce que c'en est? Et c'en est. Et c'en est. T'as vu? Sans même goûter, tu vois. Trop facile, ça, c'est du basilic. Ouais. Dans la serre, tout à l'heure, je vais te challenger. On va voir si je fais le malin dans la serre. Ouais, c'est Tu ça. manges à tous les râteliers, toi. Bah, tu le connais toujours. Attends. Ah, c'est un petit nouveau, ça, non? C'est un petit nouveau. Basilic taille. Non. C'était le cannelle? Cannelle, bah oui, basilic taille cannelle, bah bien sûr. Cannelle et taille, c'est le même? Bah, ça se ressemble beaucoup. J'allais dire c'est basilic taille, basilic cannelle, mais j'étais en train de m'étouffer. Bah, je m'étouffe toujours. Un verre d'eau. Ouais, s'il te plaît. Mais du coup, un pesto de jeune pousse, ça doit coûter vachement plus cher qu'un pesto de pousse. On travaille avec la conserverie des 7 collines depuis l'année dernière. L'idée, c'est de réutiliser en fait à la base les invendus de micro-pousses. Tu te moques parce que je m'étouffe? Pas du tout. Si, j'ai vu Mathéo. C'est pas gentil le rire moqueur. Qui est en plein en flux tendu. Et on a souvent des périodes où on n'a pas assez de production, des périodes où on a trop de production. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver des débouchés pour les micro-pousses qu'on fait en surplus. Et donc du coup, soit on le donne à des cantines solidaires, la Flèche d'Or qui est pas loin ou des choses comme ça. Soit on essaye de trouver des débouchés pour faire la transformation et le revendre ensuite par la suite. Okay. Bah, du coup, là, vu que j'ai commencé à goûter, vous avez combien de variétés de micro-pousses là? Donc, je vais dire qu'on a à peu près une petite dizaine de variétés tout le temps qu'on propose dans notre catalogue pour les restaurateurs. Gustativement ou nutritionnellement,
Là, effectivement, il y a de la micro-pousse de basilic. Ça a vraiment un intérêt par rapport à un basilic. L'intérêt de la micro-pousse de basilic, c'est vraiment saisonnier parce que c'est un truc qu'on fait que l'été et qui plaît vraiment beaucoup aux restaurateurs. Et c'est vrai qu'elle a quand même un goût qui est hyper puissant. En termes de texture aussi, elle est beaucoup plus agréable sous la dent qu'une grosse feuille de basilic qu'on va avoir dans l'assiette. C'est quand même pas mal pour les chefs restaurateurs D'accord. qui veulent avoir vraiment de la subtilité, des petites décos D'accord. hyper sympas et qui avec le goût quand même puissant de basilic. Ok. Voilà. Ok. Après, c'est vrai que pour un pesto, c'est un peu dommage, mais ça permet de récupérer des invendus. Il y a du followers sur Insta? Est-ce qu'il y a du followers? C'est un peu Mathéo, ouais. C'est vrai, Mathéo, t'es la star d'Insta ou quoi? En fait, quand je suis arrivé ici, les réseaux... Il ne connaissait pas Instagram. Je connaissais pas Instagram et non, je connaissais Instagram et en fait le paysan urbain, on avait quand même quasiment 5000 abonnés, mais il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui était en charge d'Instagram. J'ai commencé à le faire de plus en plus, vu que j'ai commencé à faire les ateliers, il fallait que je les communique sur les réseaux et en fait un peu comme dans une association, si à un moment il n'y a personne qui fait quelque chose et que nous on est prêt à le faire, naturellement on nous donne cette place. Et c'est ce qui est chouette aussi dans ce travail, c'est que ça nous permet d'avoir aussi la liberté de faire ce qu'on souhaite. Et donc forcément, si on souhaite le faire, on va bien le faire. Et alors, parce que lui, avant, il était en école d'ingé. Toi, t'as fait quoi? Avant, j'ai fait STAPS, donc je voulais être professeur d'EPS. Et ensuite, après... J'ai l'impression d'avoir des commentaires YouTube en direct. Et ensuite, après, j'ai un projet de ferme plus tard avec 2 amis. Et donc, je voulais faire un master qui était aussi un peu cohérent avec ce projet en restant dans ma branche pédagogique. Donc après, j'ai fait un master MEF premier degré pour être professeur des écoles en me disant que plus tard, si j'avais un projet de ferme, j'aurais plus de légitimité à aller voir des écoles et à mieux comprendre les programmes scolaires, justement parce que j'ai fait des études et donc j'ai eu un peu d'expérience pour être professeur des écoles. Et juste avant d'être ici, j'étais vendeur de jeux de société. Ah ouais. Voilà, ouais. Mais du coup, en fait, toi, c'est un petit peu tout en même temps, quoi. T'es un peu dans l'agriculture, dans la pédagogie et dans un jeu de société. Hein. Clairement, c'est un jeu, là, ce que vous faites. Hein. Ici, ce qui est chouette, c'est qu'on arrive à prendre le temps de créer des activités et c'est aussi, il faut qu'on arrive à se renouveler en permanence pour justement être attractif pour les entreprises, pour les ateliers et que le lieu y vive tout simplement. Et alors, donc, du coup, toi aussi, la finalité, quand même, ça serait de monter ta ferme? Ça, c'est une finalité, dans 3-4 ans. En fait, j'ai 2 amis, dont une qui se balade là-bas, qui est actuellement chez Veniverdi et qui va partir faire du woofing. Et donc, en fait, ça fait un moment qu'on a un projet de ferme à 3. Rosalie, elle sera plus chargée de la production. Notre autre ami Victor, lui, il est plus charpentier. Donc, lui, il va construire à fond des espaces pour la ferme qu'on souhaitera entreprendre. Et moi, ce sera plus la communication et la pédagogie. Et donc, finalement, c'était chouette Par rapport d'arriver. au fait que tu sois une star des réseaux sociaux, quoi. Je suis pas du tout une star. Voilà. Ok. Et donc, du coup, le modèle de ferme, ce serait quoi chez vous? Dans ce On que n'a pas t'imagines? encore fait, mais brièvement. Parce que moi, j'ai discuté avec Gérard cet après-midi et mon modèle de ferme a encore évolué. Donc, tu vois, si toi, c'est pendant 3 ans, je veux dire. Achète des moutons. Ah, voilà, exactement. voilà. C'est évident, mon gars. En fait, ce qu'on s'était dit, c'était rapidement essayer d'être chambre d'hôte. Moi, ce que je souhaiterais beaucoup, c'est d'être sur une escale de grande randonnée, de GR, justement, que ce soit aussi une ferme d'escale où les gens puissent faire des activités. Forcément, ce serait une ferme où il y aurait un aspect ludothèque. J'ai plein de jeux, donc la ludothèque serait déjà en place. Après, en modèle le business plan, pour commencer, Rosalie avait une chouette idée, c'était qu'on commence par démarcher les écoles, justement pour les fournir en nourriture et en même temps, les petits viennent à la ferme. Oui, mais alors, du coup, de quoi? Parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de ferme, il m'a parlé de chambre d'hôte, de jeux de société. Mais qu'est-ce qu'on mange sur ta ferme? Ah, ça c'est, je sais pas exactement. Ça, c'est- Je crois que vous avez une 4e associée là. On mangera pas de poulet, je pense. Je pense pas qu'on fera de l'élevage. En tout cas plutôt pour entretenir le terrain plutôt que pour les manger. Vous venez de perdre votre 4e associée. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. C'est un autre débat. Et vous faites quoi ce soir? Vous restez au spectacle ou pas? On n'avait pas prévu, Mais sachez qu'à 19h30, je fais des blagues. Et comme ça, je répondrai à tes questions sur la viande que Mathéo veut pas te répondre. c'est toi. Ouais, c'est moi. T'es connu. Inch'Allah. Bon, merci Mathéo, merci à vous toutes et tous. Ciao. Merci à toi. À bientôt. Ou peut-être à tout à l'heure si vous restez. Restez, en vrai, ça va être bien. On fait quoi? On se dirige vers l'atelier micro-pouce parce que On moi, se dirige vers l'atelier micro-pouce. ça m'a donné faim tout ça. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné faim. On va faire toutes les étapes de la micro-pouce. Ah ouais. Donc là, on se dirige lentement
Ouais. vers la salle de germination. C'est là qu'on fait tous les semis en fait, qu'on envoie ensuite dans la serre. C'est ici. Oh, je partais avec un petit peu d'élan. Putain, le point. Donc là, on est sur les tables à semis. Donc là, normalement, ça doit dépoter ici parce que vu le nombre C'est ça. de plaques que vous faites. Il y a énormément de plaques par jour qui sont faites. Il y en a entre 100 et 200, je crois. On utilise des terrines comme ça. On vient mettre du terreau très fin à l'intérieur. On tasse avec les petites taloches qui sont là. On sème à la volée avec les graines qui sont dans le petit frigo qui n'est pas allumé, c'est juste une armoire. On remet un petit coup de taloche pour bien mettre en contact la graine avec le terreau. On arrose et on envoie dans la salle de germination. Ok. Attention, question technique. C'est technique. Je vérifie que j'ai le point quand même. Ouais, c'est bon, tu remarches. Bien joué la caméra. Tu dis, on sème à la volée. Ouais. Donc, est-ce que tu as quand même un grammage que tu mets pour avoir un truc? Comment tu sais que tu as semé assez ou pas assez de graines? Je montre. Allez. Youpli. Là, on a de la moutarde blanche, par exemple. Et alors, mais alors, comment ça se fait que Et- c'est énorme? Ah. Petit godet avec petit trait qui nous donne le volume exact de graines à semer. Magnifique. Voilà, donc ça, c'est pas moi qui le fais, c'est les salariés en insertion de l'équipe de la production. Donc il y a un turnover quand même assez important de l'équipe de production, mais c'est des jets qui sont vraiment assez techniques, donc ils sont Ok. très très chauds. En plus, ils en font vraiment beaucoup, et voilà, chapeau à eux. Donc là c'est. Attends, Là, micro-pouce, c'est, attends, non. Ça, c'est tout ce que vous produisez du coup. Plus ou moins, ouais. Ouais, je crois que c'est à jour. Ok, trop cool. Voilà. Et c'est quoi qui marche le mieux? Ce qui marche le mieux en termes de vente Ouais. ou en termes de pouces? Les deux. En termes de vente, je pense que ça doit être les radis. Les pois verts, ça marche bien aussi. Les petits pois comme ce que j'ai Ouais, mangé tout ouais, à l'heure? ouais, ouais. Et en termes de pouces, le plus facile, ça va être radis, roquette. Voilà, ça pousse très très vite en fait. Après, ce qui est assez compliqué, c'est le pois vert justement, notamment en hiver. Il met beaucoup de temps à pousser. Entre le semis et la récolte, en été, dans les jours où il fait vraiment chaud, ça peut mettre vraiment entre 2 et 4 jours quoi. En hiver, ça peut aller jusqu'à 4 semaines. Ah ouais. Donc c'est pas du tout les mêmes rythmes de flux ouais. tendus, etc., de place dans la serre. Cet hiver, on en mettait dans le pavillon parce que ça allait pas assez vite et on n'arrivait pas à produire quoi. Et là, on fait des tests pour chauffer plus ou moins dans des trucs un peu isolés. Attention, parce que alors là, tout à l'heure, Gérard nous a teasé, il m'a dit tu verras dans la serre. Je te dis rien, mais tu vas voir un truc que tu n'as jamais vu avant. Est-ce que c'est de ça dont il parlait? C'est possible. Il y a 2 types de chauffage en fait dans la serre. Il y a un chauffage de protection. Uniquement pour protéger les micropousses du gel. Et il y a un chauffage où on commence à essayer de faire un peu de forçage, mais on essaye de limiter au maximum pour des contraintes énergétiques, en essayant de bien isoler les tables, en mettant des voiles d'hivernage, etc., etc. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que le forçage? Le forçage, c'est quand on va essayer de changer les conditions de pousse des plantes pour les faire pousser dans des environnements qui ressemblent à quelque chose qui peut s'apparenter à une saison estivale. Et donc du coup, on va chauffer ou mettre des voiles ou des mini-serres en fait, sur les plantes pour essayer de les booster un peu. C'est du terreau spécifique, tu disais terreau léger? Ouais, c'est un terreau qui est hyper fin. Il y a pas mal de tourbes malheureusement et on essaye de trouver des alternatives parce que vraiment la tourbe, c'est un peu une ressource finie. C'est une énergie fossile, on peut le dire. Voilà, c'est une énergie fossile. Nous, on l'utilise comme substrat et il y en a quand même pas mal encore dans le terreau qu'on utilise. Donc, on essaye de passer sur du terreau de feuilles. On est passé à un mélange avec 3/4 de terreau et 1/4 de terreau de feuilles. Et on va petit à petit se mettre sur du moitié-moitié, puis de plus en plus de terreau de feuilles. Le problème, c'est que voilà, en termes de densité de pousse et en termes gustatifs, pour l'instant, ça satisfait pas à 100% l'équipe prod. Donc, on garde quand même un peu le terreau comme ça. On va voir, mais on en fait quelque chose du terreau là. Après. On le jette pas, évidemment. Ça, c'est génial parce que là, tu nous fais vraiment tout le trajet de la terrine jusqu'à la vente et au recyclage. C'est ça. Quelle est l'étape d'après? On va dans la salle de germination. Allons-y. Ah, mais c'est par là-bas? C'est là. Salut. Donc, une fois que ça a été semé à côté, ça Ouais. vient ici. Ça vient ici. Donc là, on est dans une salle qui est bien isolée. Ouais. On a juste un petit chauffage d'appoint pour en hiver. En fait, on va pouvoir stocker les micro-pousses ici, qui sont pas encore des micro-pousses, qui sont juste les graines. Elles vont lever en fait dans cette salle-là. Et en fait, ça nous permet, dans un tout petit espace, faire germer toutes nos micro-pousses. Et donc ici, elles vont passer entre 2 jours et 2 semaines. Et en vrai, en moyenne, plus autour de 4-5 jours. Quoi. Du coup, en fait, on fait des piles de 10 terrines, avec Ok. une terrine par-dessus où il n'y a que de la terre, c'est le chapeau, juste pour garder l'humidité de la colonne. Mais pourtant, ça a levé des trucs dedans là. Parce qu'on utilise le terreau recyclé des micro-pousses dans lequel il y a des graines qui n'ont pas encore germé et du coup qui se mettent à germer. Mais là, c'est rien. Si on soulève, là, il y a les graines. Ah ouais. Voilà. Et là, le but du jeu, c'est de trouver la terrine qui a déjà levé. Donc là, il n'y en a pas. Ok. Bon, Et là-bas. Là, on a de moins en moins de lumière surtout. Je tente ici. tu tentes. À 2, 1, 2, 3. Yeah! Donc là, on voit vraiment les petites radicelles, les petits poils qui essayent de choper le plus de nutriments et d'humidité pour
commencer à pousser. Du coup, dès qu'il y a les 2 premières feuilles, les cotylédons, eh ben, on peut les emmener dans la serre. Donc là, c'est arrivé aujourd'hui certainement qu'il y a des bacs qui sont partis là-bas. C'est ça. Et du coup, on va là-bas. Et du coup, on va là-bas. Allez, let's go. Question. Ouais. Ça là, ces fleurs blanches, c'est quoi? Très bonne question, je vérifie. Je crois que c'est des amis. C'est ombellifères, donc c'est la même famille que les carottes, la coriandre, etc. Là, c'est vraiment pour les bouquets, cette zone-là. Très souvent dans les champs ou même quand je me balade en rando, on voit cette famille de fleurs très souvent. Parfois, ça sent, moi je pense que c'est la même famille que le fenouil également. Ouais, et on a du fenouil derrière, mais le fenouil, il est plus jaune. Plus jaune et ça sent bon ça. Et à chaque fois quand je suis en forêt, je me dis je peux le manger ou pas? Bah en fait, les ombellifères, il faut faire grave gaffe parce qu'il y a la ciguë en fait parmi ça. Donc il ne faut pas manger les ombellifères. À moins de les connaître, si on n'est pas sûr à 100%, on ne goûte pas. On est quand même dans la partie fleurs à bouquet. C'est ça, tout à fait. Les énormes tournesols là qui sont en train de pousser, Ouais. ce sera des tournesols à bouquet. Ouais, tout à fait. Ah ouais, putain, Et génial. puis en fait, c'est un peu pour la biodiversité aussi. En septembre-octobre, on a une famille de chardonnerets qui vient picorer pas mal. Et ils sont là maintenant tous les ans. Et Oui, les c'est des tournesols, saisonniers qui viennent, les tournesols, ils se régalent quoi. Payer une location saisonnière estivale, j'imagine. location. Ouais, c'est ça. On leur fait un petit prix pas trop cher pour Oui, Paris. c'est normal. Oui, oui. Après, quand on les connaît, vous passez même plus par Airbnb, j'imagine, vous passez en direct. Non, non, non. Ouais. Ouais. Bon. Et par contre, ils n'ont pas le droit de venir ici, tu vois. Tout à fait. Waouh, Donc là, on est dans la serre. magnifique. Alors, tu es allé nous chercher une arme de dégustation massive. Exactement. Et là, ça me fait plaisir parce que là, je viens de rentrer dans la serre et vraiment de voir tout ça, je me suis dit, je vais vraiment pouvoir tout goûter là. Ouais. Ah ouais, trop bien. Avant de goûter, on va quand même parler un peu de la serre. Parlons de la serre, parce que alors déjà, effectivement, moi, il y a un truc qui me choque, que là, les amis, vous ne vous en rendez pas compte, mais il fait froid dans cette serre. Et on est quand même fin juin, dans la majorité des serres, quand on est en tournage pendant le farm tour, j'ai qu'une envie, c'est d'en sortir. Là, clairement, je pourrais taper une sieste. Là, il fait bon. Ouais. En fait, on a une serre qui est dite d'inspiration bioclimatique. Ah. On a des parois qui sont bombées. Alors, bombé, soyons techniques, ça s'appelle une double paroi. Une double Gonflable. paroi. Exactement. Ensuite, en termes de chauffage, on a donc les qui sont ici, avec des tuyaux à l'intérieur, Alors, ouais, qui qu'est-ce que passent c'est à ça? l'intérieur des briques. Et en fait, les tuyaux sont reliés à une pompe à chaleur à l'extérieur, ce qui permet de protéger les micro-pousses du gel. Là, il n'y a rien dans les tuyaux, là, en ce Non, moment. là en ce moment il n'y a rien. Ça se déclenche que quand ça passe en dessous de 0 degré à l'extérieur. Et ça permet de monter un petit peu en température pour protéger les micro-pousses du gel quand en hiver c'est la nuit et qu'il fait très froid. Pour pas perdre toute la récolte d'un coup parce que sinon c'est vraiment embêtant. Mais alors, qu'est-ce qui passe dans le tuyau? De l'eau. Ah, c'est juste de l'eau chaude. C'est juste de l'eau chaude qui est reliée à une pompe à chaleur à l'extérieur pour maintenir au-dessus de 0 degré. Et pourquoi avoir fait ça plutôt que comme on fait en pépinière classique Nappe chauffante. Ouais. C'est Gérard qui a essayé un peu les deux et il a trouvé que ça c'était plus efficace et que ça dépensait un peu moins d'énergie. Ok. Donc sur la serre, on a aussi une petite station météo au-dessus qui mesure du coup la vitesse du vent, température extérieure et tout machin. Du coup, on a des crémaillères qui permettent d'ouvrir et de fermer sur les côtés et au niveau du fêtage de la toiture. Pour rafraîchir la serre en été, les asperceurs qui sont là, qui servent pas à l'arrosage mais qui servent juste à faire de la brume pour rafraîchir la serre. D'accord. En plus, avec les ventilateurs, ça fait une circulation, donc c'est encore plus efficace. Et puis, on a les ombrières qui permettent de garder la température en hiver, garder la chaleur, puisque c'est un peu comme une couverture de survie. Il y a un peu un aspect un peu brillant sur les bandes qu'on voit qui sont parallèles. Et ça permet de réduire le soleil aussi en été. Et du coup, là, c'est pour ça aussi qu'il fait plutôt bon aujourd'hui dans la serre, parce qu'on a mis les ombrières toute la journée. Trop cool. C'est effectivement très technique, quoi. Ouais. De mémoire, à Nawal, on n'a jamais vu une serre avec autant de techno. Enfin, de techno, c'est pas de la grande technologie non C'est de la plus. technolotech un peu. Mais quoi, c'est quand même, tu vois, effectivement, ouais. penser au micro-asperceur juste pour rafraîchir l'air. Les voiles d'ombrage qui arrivent, que j'imagine, ils sont automatiques, c'est pas. Mais, c'est non, pas- ça c'est une manivelle. Ah, quand même. Ouais, bah oui. Ok. Non, ça reste quand même relativement low-tech. Justement, l'idée, c'est il y a des nouveaux venus sur le marché de la micro-pousse qui arrivent à faire quasiment 2 fois moins cher le kilo de micro-pousse. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de LED, il y a beaucoup de chauffage en salle, etc. Et nous, c'est pas trop ce qu'on veut faire. On veut vraiment rester avec la lumière du soleil et toute saison dans une serre qui est relativement peu énergivore. Et pour ça, on n'arrive pas à réduire les coûts pour l'instant. Et c'est pour ça qu'aussi on essaye de se diversifier pour pas mettre tous nos œufs dans le même panier, être un peu agile au niveau du modèle économique, pouvoir avoir plein de trucs sur lesquels on peut se rabattre quand il y a des petits moins en termes de chiffre d'affaires sur la micro-pousse. Et c'est génial parce que vous avez exactement à 100 mètres près la même serre que j'ai achetée. C'est-à-dire que j'ai acheté 500 mètres carrés, Ouais. double paroi gonflable, ouverture au fêtage, capteur. Bon, moi j'ai automatisé quand même. Hein. Alors si, peut-être la différence, c'est que vous n'êtes pas très haut. Ouais. Parce que vous aviez des contraintes, Gérard m'a expliqué. Mais à fait. sinon, c'est à peu près ça que j'aurais pour faire ma pépinière, production de plants aussi, tu vois. C'est génial de pouvoir voir à Donc, quoi ça va ressembler. Bah c'est vraiment ça. Hein. C'est un beau volume.
C'est un beau volume. Hein. Ouais. Et en plus, comme je te dis, nous, à Noël, on aura plus de hauteur sous le plafond pour que justement les variations de température soient moins rapides. Quoi. On goûte? Ah bah oui, grave. Attends, avant qu'on goûte, Oui. Nawel, t'avais une question, non? Ouais, j'avais une question. Moi, avant de venir ici, je connaissais pas la différence entre graines germées et micro-pousses. À vrai dire, j'avais jamais vu de micro-pousses. Du coup, c'est quoi la différence? C'est pas du tout une question bête, Nawel, parce qu'il y a tout le monde qui nous la pose. En gros, la micro-pousse, c'est vraiment le stade un peu au-dessus de la graine germée, puisque la graine germée, elle n'a pas besoin d'un substrat pour se développer. Elle peut vraiment se développer sur elle-même. En fait, le problème de la graine germée, quand on en fait en grosse quantité, c'est que vu que c'est dans un milieu humide, il peut y avoir des apparitions de bactéries qui sont moins faciles à gérer. C'est pour ça que la plupart des temps, en fait, les graines germées, les gens les font chez eux. Donc nous, on reste sur un substrat, sur du terreau. Donc il y a moins ce problème-là. En plus, on peut les nettoyer plus facilement, etc. L'intérêt aussi, c'est que on est au stade au-dessus. Les goûts sont un petit peu différents. On est un peu plus proche du goût vraiment de la plante finale que les graines germées. Voilà. Et du coup, moi, tu me fais rebondir sur une autre question. Ouais. Il se peut quand même que vous ayez des problèmes de champignons, de maladies. Il y a des traitements. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? L'équipe de production l'année dernière, ils ont eu pas mal de soucis. Dans le terreau qu'on avait acheté, il y avait des mycorhizes en fait, de champignons. Et du coup, on a eu jusqu'à moins 50% de production l'année dernière sur la période hivernale à cause de ce champignon qui nous faisait des fontes de semis. Déjà, il y a eu un gros nettoyage de toute la serre avec du bicarbonate, du savon noir, etc. Et ensuite, on a utilisé donc un autre champignon en fait qui va manger les nutriments du premier champignon. Donc, on fait de la lutte biologique et purin d'ail pour éloigner le maximum le champignon. On en a maintenant un peu tous les ans, mais on a réussi à juguler pour qu'il soit le moins embêtant possible. C'est vraiment les seules problématiques phytosanitaires que vous pouvez avoir? De ce que je sais, oui. On est quand même sur un environnement qui est quand même très contrôlé. On n'est pas en pleine terre, le terreau, on gère totalement, il est neuf à chaque fois, donc il y a vraiment moins de problèmes possibles. En termes de parasitage, il y a un peu de pucerons, mais sur les micro-pousses, ça va trop vite en fait pour les insectes parasitaires, donc vraiment ça, c'est pas trop un souci. On part sur un atelier dégustation? Tu peux fermer les yeux du coup. Tu te concentres Vas-y. et tu tends la main droite, paume vers le haut, pour que je puisse te déposer une micro-pousse. Ah, j'adore, Donc, tu me j'adore ce diras- jeu. C'est ce genre de jeu que j'aimerais qu'on fasse tous les jours sur ma chaîne YouTube, je vous le dis tout de suite. On est sur une micro-pousse de salade. Ça veut dire que ça a pas beaucoup de goût? Non. Je commence par le plus doux. C'est pas de la salade? C'est pas de la salade. Ouais, mais est-ce qu'on peut dire que ça peut être mis dans un mesclin? Ouais, ça peut être mis dans le mesclin. C'est une salade. Ça a un petit goût terreux normalement, non? Est-ce que tu veux m'amener sur une betterave là? Ouais, j'essaie de t'amener Non. sur de la betterave. Non. 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 Très bien. Et tu peux retendre la main alors. Mais donc c'était de la betterave. C'était de la betterave. J'y suis allé, mais très honnêtement, pour moi c'était une Batavia. Radis, Ouais. sans aucune hésitation. Lequel? Alors qu'on ça, on fait c'est un du, rallye. on fait du pourpre, du rose et du daikon. Ça c'est du daikon ça. Non, c'était du rose. Ouais, c'est du rose ça. C'est du rose. Oui, C'est ce que j'ai dit. c'est ce que t'as dit. Allez, attention, ça là, elle est fatou. Ça veut dire quoi, Fatou? Elle a bien mangé quoi. Là, par contre, le radis là, il me déglingue la bouche. Hein. Ouais. Oh, incroyable. C'est de l'huile de tournesol. C'est du tournesol du coup. Ouais, mais en bouche. Ouais. J'ai l'impression coup, de de la bouffer table. l'huile de tournesol avec de la mâche. T'as vraiment un truc croquant et frais et tout, il est vraiment pas C'est mal. super sympa, ouais. Ouais. Bon, ça tu vas trouver facilement, je pense. C'est du basilic pourpre. C'est du basilic purpre. J'adore le basilic purpre. C'est ça ou pas? Non, c'est pas du basilic pourpre parce qu'au toucher, je l'aurais reconnu. Évidemment, le fameux petit pois. C'est ça? Pourquoi vous me dites pas que c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est C'est du ça. petit pois, ouais. Ah, ça m'a fait peur. Là, t'es parti chercher autre chose? Non. Non, pas du tout. Mais pourquoi ta voix, je l'ai entendue autre part? Vous essayez de me faire jouer des tours là, quoi? Au début, elle est toute gentille. Ça, c'est une moutarde, ça. Non. 2 hours later. Ok. Ça, c'est. Much later. C'est pas de la moutarde. Ah, de la capucine. Ah mais oui. Allez, on repart sur quelque chose d'un peu différent. Coriandre. Ouais. Celle-là, c'était facile. Ouais. Avant-dernière. Oh! Bâtard. Oui. C'est la plante qui engourdit la langue. Non, je crois pas. Non, c'est pas celle-là? Je crois pas. C'est acidulé au début. Ouais. C'est un peu toxique? Très légèrement. J'en ai déjà mangé.
C'est du liseron. Non, ça ressemble à un trèfle. Ça ressemble à un trèfle? Ouais, c'est pas du trèfle. Ah, mais je sais pas. C'est de la l'oxalis. L'oxalis. Allez, la dernière. Tu me l'as fait goûter combien? Trop. Non, en vrai chiffre. En vrai, ouais, 8. Wow. Ah c'est de la moutarde. Ça, c'est de la moutarde. J'en ai encore ou pas? Non, c'est fini. Ah, c'était sympa comme jeu. Hein. C'est bien, hein. Ouais. Et en vrai, j'ai une bonne note, non? C'est bien, hein. Franchement, j'ai eu Franchement, 2 ouais. erreurs. Ouais. L'oxalis, en plus, Genre, pas évident. Ouais. Au moins 2 sur 10, tu vois. Je Et en pense. plus, les trucs, c'était des trucs Oxalis, donc pas que j'ai évident. rajouté la capucine et l'oxalis parce qu'on était à côté, donc c'était l'occasion de. Ah. C'était pas, là, c'est pas en micro-pouce. Alors, où est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Bah là, on va dans le jardin, là. On va dans le jardin. Allez, On va allons dans le jardin. Parce qu'il faut voir le jardin. Alors, la dégustation s'est très bien passée, les amis. J'ai envie de lancer un stand de micro-pouces dans ma ferme. Mais perso, hein, je ne vendrai pas. Hein. Ce sera juste pour moi me faire kiffer et faire des dégustations à l'aveugle pour faire des vidéos YouTube quand d'autres gens viendront faire des visites de ma ferme en vidéo. Peut-être qu'un jour. McFly et Carlito, non? Tu peux faire les dégustations, ils sont Mais là-dessus. grave, grave. Les dégustations de micro-pouces. Alors ça, c'est ça. Tu sais comment ça s'appelle? Une rose trémière. Ça, c'est comestible. Tout est comestible. Ouais, bah du coup, faut goûter, non? Alors là, non, parce que c'est dans le sol, pollué. Ah Non, on va y merde, goûter. on n'a pas le droit. Et ouais. Mais on va goûter des trucs meilleurs. C'est quoi que tu manges dans la rose trémière? Tu peux tout manger. Ah ouais. Mais après, je pense que le plus intéressant à manger comme ça cru, c'est vraiment la fleur. Ouais. Enfin, sinon, c'est un peu raide. On va aller goûter les fleurs qui sont par là, là. On va aller faire quoi, tu viens de me dire là? On va les goûter, là. Ah, Donc déjà, on va goûter ça. classique. Sans même l'avoir eu dans la bouche, une tagette limonie. Alors celle-là, c'est paprika. Tagette paprika? Ouais. Mais non. C'est. Incroyable. Alors je te déconseille de manger vraiment le bouton derrière, parce que c'est un peu amer. Vraiment, concentre-toi sur les pétales de la fleur. Donc je mange vraiment que le jaune, quoi. Ouais. Bah moi, j'ai le côté tagette limonie en bouche. Ouais. Avec une amertume Mm. plus prononcée. Mais le paprika, je l'ai pas, le paprika. Non, c'est juste la couleur en fait qui lui a donné ça. D'accord, ok. Et juste à côté, on a celle-là. Alors ça, je sais pas si tu as déjà goûté. Wow. Merde, on en a perdu en vol. Alors ça, qu'est-ce que c'est? La monarde. De la monarde. Ça dépote. Hein. Ah oui. Là, tu as un goût de Wow. thym, et après, c'est piquant. Là, c'est toute la garrigue. Et en même temps, c'est presque pimenté, quoi. Ah vous, j'en plante pour les potes cuistots, là, ils vont savoir faire quelque chose avec ça. Hein. Monargue, excellent. Ok. Monarde. Alors là, on en a une petite rose là qui est sympa aussi. Non, c'est très sucré, je trouve. C'est assez sucré, mais tu as aussi une odeur d'un légume que tu manges souvent. Oula, c'est un velouté de petits pois poireaux. Un petit peu, ouais. Hein, c'est vrai, non? Avec un petit côté aillé aussi, Ouais. qui ressort pas mal. De ouf à la C'est fin. le Petit tulbalgia. pois, poireaux, ail, ça fait. Avec une note sucrée au départ. Et ouais, même au Bah, nez, c'est les fleurs en tu fait. sens il y le a sucre. il y a- Ouais, il y a un le seul pollen, nectar, le quoi. sucre, ouais, le nectar, exactement. Génial. génial. Tulbalgia. Comment ça s'appelle? Tulbalgia. Tulbalgia, on adore. J'ai une question. On adore. Ouais. Nawel, Est-ce que. Nawel, Oui. oui, c'est oui, moi. Nawel. Est-ce que, comme on est dans une thématique agastache en ce moment Ouais. et qu'on goûte à peu près toutes les formes d'agastache qui existent, on peut goûter de l'agastache Carrément. fraîche. Tu penses c'est de laquelle? Alors, Agastache. yes. Tu Vous m'as voulez pris goûter pour un la, débutant ou quoi? la fleur du Non, coup? c'est laquelle? Je veux dire, c'est quelle variété? Ah, c'est quelle variété? Ah, ça c'est pas de la gastache Je sais floréenne. pas. Si, Non, c'en je est. pense Non, que c'en est c'est. pas. Je pense que Peut-être que oui. c'est. On ne Mais sait là, il y a Si, c'en C'est est. écrit, c'est Je écrit crois, sinon. c'est écrit. Bah non, mais moi je vais Loïc. checker, hein, t'embête pas. Hein. C'est de la gastache rugosa. Voilà. rugosa, voilà. Voilà, c'est ça que tu savais. Hein. Non, j'aurais dit Phénicellum, mais je me serais trompé, c'est pas grave. Et on se trompe tous et toutes, il n'y a pas de problème. Alors j'y vais, fleur, Les petite fleur. petites fleurs, ouais. Ouais. Nawel, faut vraiment que t'en prennes un petit peu. Ah ouais. C'est un petit goût de dentifrice quand même. Le dentifrice, non mais ça, pas. Ah c'est bon très mentholé. Ah, j'adore, c'est hyper simple. C'est génial, hein? Trop bon. T'as goûté ça? Cosmos. Ouais. J'ai pas du tout le goût en tête du cosmos. Bah, prends les pétales. Prends Juste un genre pétale 2-3 pétales. C'est un de mes préférés celui-là. Putain, le mec n'aime pas la gastache, il aime le cosmos. Non, mais j'aime la C'est-à-dire, gastache. Il se fout de ma gueule pour un truc qui dit qu'il a le goût de dentifrice, son machin, ça a le goût de liquide vaisselle. Je veux dire, Bon, allez, une très très bonne. ah, merci de pas me faire goûter que des produits ménagers. Alors attends. Ouh, ah oui. Ah oui. Alors là, je vous le dis tout de suite, il y a un petit côté fruit de la passion. Ah, mince, j'ai perdu l'odeur. Mange-la vite. C'est œillet d'Inde là? Non, non, non. Tagette du Mexique. Non, c'est lui là. Alors là, les amis, je voudrais pas teaser, mais attends, viens ici, viens te faire filmer en train de la manger. Sans là, mange-la. Mange-la Il vite. faut la manger vite, il a dit. Ah merde. Oula.
Ah, c'est hyper surprenant, c'est sucré et tout. C'est hyper parfumé. J'ai quand même l'impression de manger du parfum en vrai. Mais... je trouve que ça a un peu goût de l'odeur du gel pour les WC, mais... c'est pas tout à fait la réponse à laquelle tu Terrible. t'attendais, non? Non mais c'est génial parce que toi t'adores le dentifrice, il adore le liquide vaisselle, j'adore les gels à WC. Chacun son truc, visiblement. produit ménager. Moi je suis quand même quelqu'un d'assez terre à terre, tu vois, gel de WC, c'est mon parfum favori. Touche la feuille, elle sent là, tu vas voir. La feuille, elle doit te rappeler un peu quelque chose quand même. Ça c'est la même feuille. Ah, c'est Ouais, ouais. collant de ouf. Ouais. Oh regarde, mon doigt il reste collé dedans, regarde Nawel. Oh ça sent, mais ça sent, tu sais, un bonbon que j'arrive pas à... Tu peux dire le nom du coup ou... Vas-y. Sauge cassis. Mais voilà pourquoi j'ai dit... C'est pour ça que tu as dit fruit de la passion, c'est ça? Ouais, bah, le fruit de la passion, ça se ressemble vachement. Si tu regardes une cassis et un fruit de la passion, tu les mets à côté, Ouais, c'est quasiment la même chose. Je veux dire, confondant, enfin, c'est assez bluffant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, et puis Et ça alors, c'est la ah petite dernière. Alors là, faut sentir. It smells like a flower. Ah, miel, je sens le Ouais, miel, mais bon. voilà, c'est bien. Ah, c'est bien. En même temps, vu que les miel est fait à partir de fleurs, bon, Oui. c'est pas non plus Mais ça sent extraordinaire à trouver. particulièrement le miel. Et ça a un goût de chou. Ah ouais? Je suis déçu parce que ça n'a pas du tout le goût de l'odeur. Non, malheureusement. Ah, Mais c'est un joli nom, corbeille d'argent. ça a vraiment le goût du nom. J'ai vraiment l'impression de manger un plateau métallique. Mais c'est trop bizarre parce que vraiment, au nez, c'était magnifique. Ouais. Quand on fait des animations avec les enfants et tout ça, on fait des balades à l'aveugle, même avec les adultes ça marche trop bien, on fait des balades à l'aveugle, genre vraiment on leur bande les yeux, on leur met une corde, ils nous suivent comme ça à la queue leu, et du coup on leur fait sentir, goûter, toucher les plantes et les trucs du jardin, c'est vraiment hyper méditatif en fait comme truc. On leur dit qu'on va les balader 1 heure, ils nous disent oh là là 1 heure avec les yeux bandés ça va être horrible, etc. En fait ils ont Génial. l'impression que ça passe Mais grave. comme ça, Ah bah oui. et les gens ils kiffent quoi. Bah, moi, je te dis, je kiffe de ouf. Et d'ailleurs, question pratico-pratique de Ouais. type itinéraire technique, tout ce qui est là est ressemé chaque année ou est-ce qu'il y a des planches en bande permanente? Quasiment 100% c'est ressemé chaque année. C'est fait en fait dans la Pépinière à plan, l'autre pépinière, côté. Donc il y a des boutures aussi hein, qui sont faites. Et après on achète même certains plants. Ok. Pour les trucs qu'on a du mal à trouver ou à faire. Il y a quand même pas mal de turnover. Il y a quelques plantes vivaces du coup qu'on laisse, mais c'est très très rare. Par exemple là, on fait des tests aussi d'année en année. Si on voit que il y a une plante qui produit vraiment moins, si on la laisse en plante vivace l'année d'après, on la déterre, on la met en jauge ou en dormance et ensuite on la replante plus tard. Trop cool. Notamment les dahlias, on fait un peu ça. Les dahlias? Ouais. C'est lesquels? Dahlias, ils sont les beaux rouges là. Ah oui. Ah mais oui, c'est ceux qui font... tchic, 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 tchic. Ah non, ça c'est bleuet ça. Dahlias, ils sont là. Les dahlias, c'est Bleuet, ça? je te fais pas goûter ça quand même. Mais Et c'est les joli. dahlias? Ouais. Ça se mange? Ouais. C'est vrai? On mange quoi? Les pétales. Juste un petit pétale, je peux comme ça? Alors, C'est un goût salade. l'odeur, ça sent très bon. Ça sent la rose. Un peu ouais. Le goût, C'est un goût de salade bof quoi. pas incroyable. Alors, où est-ce qu'on va après? On va dans le jardin pédagogique. Le jardin pédagogique. Parce Jardin- que là, jardin on n'était pas dans la pédagogique pédagogie permacole. pour l'instant? Non, là on était dans le jardin de production. D'accord. C'est là-bas du coup? Ouais. J'y suis en train d'y aller C'est ça. assez naturellement. Donc on a le poulailler qui nous permet de faire venir des gens, d'avoir des bénévoles qui s'en occupent et ça fait du lien social, de montrer aux enfants à quoi ça ressemble une poule, à quoi ça ressemble des œufs, de montrer qu'il n'y a pas forcément que des œufs bruns qu'on a l'habitude d'acheter, mais il y a des œufs bleus, des œufs blancs, etc. Et puis de sensibiliser un peu aux conditions d'élevage aussi un peu. Toutes les jardinières qui sont autour, c'est des jardinières plutôt de production maraîchère. Donc, mais c'est encore une fois à vocation uniquement pédagogique et un peu pour nous, les petits légumes, on en profite aussi un petit peu l'équipe, mais on va jamais vendre ce qu'il y a là quoi. Tiens, qui voilà? Un Mathéo sauvage. Alors, on disait, oui, Du coup, petit jardin de... Avant que Mathéo vienne nous perturber, hein. Il se venge parce qu'on l'a perturbé pendant son cours de pesto. c'est ça. Le poulailler et les espaces de potager, c'est là où on a besoin de venir le plus souvent. Donc on a mis ces espaces le plus proche des zones où nous on travaille et nous on passe souvent. Et plus on va avancer vers le jardin, plus on va aller vers des zones de moins en moins cultivées et des zones de plus en plus sauvages. Donc on va continuer à avancer et on va voir un peu les zones au fur et à mesure. Et du coup là, plus on avance, plus on a des zones encore un peu cultivées, mais on commence à avoir des zones un peu aussi pour la biodiversité. On a une petite jardinière qui est remplie d'eau en fait ici. On avait une grande mare à l'époque qu'on a été obligé d'enlever parce que problème de portance comme d'habitude. On a transféré les poissons qu'on avait dans cette mare là ici. Donc là, c'était un peu notre jauge pour la future mare qu'on a faite ici, de l'autre côté. Excuse-moi parce que je vois tous ces jardinières et il me semble qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé et qu'on devait aborder. Que fait-on des terrines
Une fois qu'on a récolté les micro-pousses, Que fait-on des terrines? Eh ben, on va les composter. Donc on récupère le terreau, on le composte. On le fait passer de bac en bac pour le composter de manière aussi mécanique. Et du coup, en fait, on va remettre le terreau dans les sacs dans lesquels on l'a acheté. Comme ça, on récupère aussi les sacs. Et soit on le revend aux gens du quartier, donc un terreau de très bonne qualité, à très petit prix. Soit on va le réutiliser dans le jardin. parce qu'effectivement, c'est la question que je me suis posée à un moment. Il y a des bacs de culture de partout pour faire les plantes comestibles. Ouais. De quoi sont remplis ces bacs, quoi? Et ben de terre qu'on fait venir de la campagne. On se fait livrer en gros big bag de terre, donc terre agricole quoi, et mélanger avec notre terreau de micro-pousses. Le seul truc c'est que quand on met en place la jardinière, au début il y a une forêt de micro-pousses qui poussent et on a de la moutarde, de la coriandre et plein de trucs qui poussent. Ça nous fait un petit engrais vert, un petit truc qui permet de couvrir le sol, et puis ça nous fait des salades pour le printemps, du mesclin. Ensuite on l'enlève et on peut faire notre culture directe. Trop cool. Donc là, on est devant la mare, on a vu des tritons, on a vu des crapauds, on a pas mal de libellules et en fait, le sujet, c'était un peu les moustiques avec le voisinage. On peut croire que faire une mare, ça va faire venir plein de moustiques et de choses qui nous embêtent, mais en fait pas tant parce que s'il y a des moustiques et des larves de moustiques, il y a les prédateurs de ces petites bêtes-là Bien sûr. qui vont arriver aussi et en fait, ça s'équilibre plutôt bien et plutôt rapidement. Et donc en face de la zone humide, on a fait la zone sèche avec la spirale aromate, donc milieu un peu plus de garrigue. Et autour de la spirale aromate, on a fait le croissant fertile. On embrasse Jonathias et Caro. Tiens, viens voir des Nawel, c'est patates, tous tes plein de allergènes là. C'est que du gluten. Ah oui, Ça, je pense que c'est vraiment super intéressant parce que les gens, ils Ouais. mangent de la farine, mais de voir les céréales les unes à côté des autres, je pense que personne à fait. n'a eu l'occasion de faire ça, sauf les gens qui viennent aux paysans urbains. Venez aux paysans urbains. Puis ça permet aussi de sensibiliser sur les céréales anciennes qui du coup vont être aussi plus hautes. On n'est pas sur du blé nain. Ça, c'est du seigle. Et là, à côté, regardez, c'est du... Blé rouge de Bordeaux. Pas du tout la même chose. On a du sarrasin. Sarrasin, c'est pas vraiment une céréale. Hein. On a Non, du ça aussi, c'est intéressant de le sorgho. montrer, effectivement. Ouais. Les gens pensent que le sarrasin, c'est comme une farine sans gluten. Ouais. Pas du tout, ça ressemble à ça. Hein. Le sarrasin, c'est quelle famille d'ailleurs? Je sais même pas. Polygonacée, hein, je crois. Polygonacée. Et donc, du coup, par contre, ça va faire des grains après. Ouais. Et c'est que de ça dont on fait la farine de sarrasin. Ouais. C'est fou, hein, parce que ça, vous imaginez toute cette biomasse pour seulement récolter ça pour faire de la farine, quoi. C'est pas grand-chose. Et là, au milieu, qu'est-ce que c'est? Là et là, on avait planté du sorgho et là, on avait fait un mélange patate-sorgho et là, que sorgho. Et là, que de sorgho. Ok. Trop bien. Et alors, pourquoi vous avez appelé ça le croissant fertile? Parce que c'est en forme de croissant et que c'est des céréales, du coup, l'agriculture, la Mésopotamie. Vu qu'on accueille des enfants, c'est pour leur rappeler un peu leur cours d'histoire, quoi. Justement, je suis un enfant, je me rappelle plus de mes cours d'histoire. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes alors? Parce que... Et que l'agriculture, ça s'est développé en Mésopotamie. C'était à l'époque un environnement qui était sous forme de steppe. Je pense que les historiens ils vont me défoncer sur YouTube, mais c'est pas grave. Et du Tranquille, coup, tranquille les historiens dans les commentaires. Soyez bienveillantes, ok? Donc, dites, non, c'est pas tout à fait ça. Dites pas, il n'y connaît rien. Non, là, il essaie sympa, il essaie de m'apprendre un truc. Et peut-être que vous apprendrez des trucs encore mieux, voilà. Du coup, c'était logique, dans un espace qui se développe en steppe, de faire des céréales. En France et en Europe, on va dire de manière générale, ce qui pousse naturellement quand on laisse un terrain en friche, c'est quoi? Plutôt, Des ronces, ouais, et puis après, une forêt. voilà. L'idée de la permaculture et de l'agroécologie, c'est aussi d'essayer de rendre la forêt productive, de rendre la forêt comestible, comme tu vas faire. Je pense que je t'apprends rien. C'est censé dépenser moins d'énergie à terme, puisque en fait, on va juste orienter par des petites touches l'environnement qui existe déjà pour le rendre productif et pour le rendre finalement fertile pour nous, plutôt que de tout transformer, que défricher complètement la forêt et d'en faire une steppe qui n'a rien à faire là en fait de base. Et du coup, d'avoir à utiliser plein d'engrais, d'intrants et de pesticides pour essayer de gérer tout ça parce que c'était pas le biotope qui était présent au départ. Voilà. Ok. Donc en termes d'aménagement, ici on a la grande butte qui est là, qui est vraiment en friche. Donc vraiment ça c'est Ah, ça se voyait pas? Ça c'est une zone qu'on Ça se touche voyait pas, franchement. qu'on essaye de moins Bonjour. toucher possible. C'est pas facile, Ah bon? mais ouais. Ah ouais? On balance Là, des c'est graines. pas touché, là. Là, on balance des graines, mais c'est tout quoi. Moi, je connais un mec, il a fait ça. Ouais, Il a appelé ça... un potager punk. Et alors, ça donne quoi? on n'a pas encore fait la Tout vidéo de suite, quand des je images rends- du potager punk de Nicolas Merriot. ah non, lui aussi, il s'y met. J'ai mis des graines dedans et je n'ai rien fait. Rien du tout, du tout, du tout, du tout. Et du coup, dernier aménagement avant de passer à la prairie. Dans les jardinières qui sont là et là, on a mis des petits fruitiers. Ah ouais, Donc là, c'est des myrtillers. des Pour l'instant, myrtillers. on voit surtout De la les fève. Voilà. Mais parce qu'on fait de l'interculture, hein, on va pas laisser les myrtillers tout seuls. Ah, c'est le tout petit là? Ouais, en fait, il y en a 4. Ah oui, là, ok. Il y en a 4. Et on a déjà eu les myrtilles sur les 2 premiers de devant Non. et les 2 de derrière. Ça là? Ouais. Ça te donnait de la myrtille, ça? Ouais. Et c'était vachement bonne en plus. Et là, au fond, on voit les petites myrtilles, au fond.
Des petites myrtilles. Et du coup, là, on a des choses un peu plus originales. Alors là, on a le Gumi du Japon. Lui, il n'a pas donné encore cette année. Et ça fait un arbuste qui monte à combien, le Gumi du Japon? Et ben, je ne sais pas. Ça, c'est le chèvrefeuille comestible. Il s'est fait un peu envahir par la facélie. Il s'est fait comestibler depuis longtemps déjà. Voilà. Mais il a quand même fait des petits fruits cette année. Ok. Et le Gumi Et la du Japon? mélanchier. La mélanchier. Gumi du Japon? Non. Le Gumi du Japon, il était là-bas? Oui. La mélanchier. C'est les petits fruits oranges là? C'est les petits fruits qui ressemblent à des petites myrtilles et qui ont oui, un c'est petit peu un goût de pomme. Enfin, C'est une ça. texture de pomme. Ok. C'est un super petit arbre. Et donc là, on rentre à nouveau dans une prairie cultivée. C'est ça, hein? Prairie de fauche, ouais. Là, c'est le pâturage où on fait paître les moutons d'Ouessant qui sont dans les pads, qui est pas très loin. Et de l'autre côté, c'est la prairie de fauche qu'on fauche avec les groupes une fois par an. Donc ça, on le fait faire avec les entreprises, c'est sympa. Attends, là, tu es en train de me dire Ouais. que cette partie-là, ça sert juste à faire payer des mecs de la défense pour qu'ils coupent de l'herbe. Exactement, ouais. Ah, c'est quand même Excellent. fort ça. Bah, ça sert surtout à accueillir le gîte et le couvert pour plein de petits insectes, d'animaux, d'oiseaux, etc. Mais attends, qu'est-ce que c'est là qui pousse là? Je crois que c'est des chardons. Hein. Ça ressemble à du chardon, mais qui est jeune parce qu'il est pas. Il fait pas encore très peur. Et ça, ils vont à la faux, ça. Ouais. Tu veux le picturesisser ou quoi? Bah oui. C'est pierre d'air sauvage, c'est pour ça? C'est pas la même chose. Chardon à foulon. Oui, tu vas aller C'est le dans les chercher noms. loin, hein, dans les noms. Hein. C'est une carrière sauvage, ça n'a rien à voir. Ah là, on est peut-être plus sur du chardon, tu vois. Ah voilà, là ça y ressemble. Là je suis d'accord. Ouais. Il me semble que Elia va nous dire, et voilà, tu as fait le tour. J'espère que la visite t'a plu, petit jeune homme. Tu reviendras avec ta classe plus tard. Et voilà, tu as fait le tour. J'espère que la visite t'a plu, petit jeune homme. Tu reviendras avec ta classe plus tard. Je reviendrai, car j'adore goûter des plantes que je ne connais pas. Et il y en a tant à goûter ici. On a fait un joli tour, Elia? On a fait un joli tour. Alors si on a fait un joli tour, j'aimerais qu'on fasse une petite conclusion avec notre copain Gérard et pourquoi pas Mathéo et toi du coup, hein, évidemment. Les amis, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de ce lieu assez magique en plein cœur de Paris. Franchement, j'ai adoré passer ce temps-là avec vous. On arrive à la fin de cette vidéo et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je pose toujours 2 questions. Qui regarde mes vidéos? Vous connaissez les questions de la fin? Et voilà, c'est toujours la même chose. Les gens ne regardent jamais les vidéos jusqu'au bout ou quoi, Nawel? Bon, on arrête, c'est pas grave. Non, sans déconner, vous savez pas les 2 dernières questions? Quel est un conseil pour démarrer pour ceux qui souhaitent lancer dans une ferme, c'est ça? Alors, tu vois? Non mais, et avant celle-ci, il y a une question que j'aime bien poser. Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé qu'on aborde sur le monde agricole dont on n'a pas parlé dans la vidéo? Moi, il y a un sujet qui me tient assez à cœur, c'est que forcément, on essaye de véhiculer une agriculture qui n'est pas certifiée biologique parce que ce n'est pas de la pleine terre, mais c'est difficilement accessible à tout le monde. Et c'est vrai que les micro-pousses, ce n'est pas quelque chose qui va être accessible à tous et toutes. Et c'est que l'agriculture urbaine, au final, ça puisse bénéficier à tous et toutes, que ce soit le plus inclusif possible. C'est pas seulement juste pouvoir manger bien, mais savoir aussi sélectionner ce qu'on souhaite manger pour tout le monde. Et souvent, les fermes urbaines, c'est un caractère assez bobo et c'est dommage. Moi, je voudrais d'ailleurs rebondir sur ce que dit Mathéo. Le lien entre l'agriculture urbaine et l'agriculture des champs. C'est qu'en fait, ça fait aujourd'hui 6-7 ans que je fais de l'agriculture urbaine. Il est passé énormément de jeunes et de moins jeunes en stage, en bénévole, en salarié, en reconversion. Et en fait, l'agriculture urbaine et des projets comme celui-là, c'est aussi des vecteurs extraordinaires pour susciter ou conforter des vocations, et notamment des gens des villes qui veulent s'installer dans l'agriculture. Et on le sait, les urbains, bon alors ils viennent parfois avec, je dirais, un peu de romantisme dans l'agriculture, mais ils viennent aussi avec des idées nouvelles, et ils participent un petit peu au changement qui est nécessaire dans l'agriculture des champs. Donc, pour moi, c'est aussi une valeur ajoutée de l'agriculture urbaine, c'est de susciter ces vocations ou de les conforter. Trop bien. Elia, Ça a été bien dit. je tout trouve. a été bien dit? Ouais. Et donc du coup, on D'ailleurs, passe Lélia fait partie de ces ces jeunes jeunes C'est bifurqueur. urbains. qui vont bifurquer. Ouais. Voilà. Parce que finalement, je pense qu'il doit avoir une vision de l'agriculture qui est déjà un peu moins romantique que lorsqu'il est arrivé. Tu C'est confirmes? possible. C'est En fait, possible. je sais que c'est dur. J'ai pas de problème avec ça. L'idée, c'est de faire que ce soit le moins dur possible à vivre quand même et que ça respecte vraiment cette nouvelle manière de faire pour faire en sorte que ça soit pleinement durable et que ça ait du sens de faire ce genre de métier. Et du coup, c'est où est-ce qu'on met les compromis et je pense que
Se lancer dans des aventures comme ça, c'est vraiment nécessaire quand on veut avoir des projets parce que ça permet de savoir où est-ce que nous, on est prêt à mettre nos compromis. Parce qu'il y en a toujours quoi qu'il arrive. Très bien. Et enfin, the last question. Est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette magnifique aventure du monde agricole? Je ne donnerai qu'un seul conseil, ne pas le faire seul. Et essayer de le faire au moins en binôme, avec des profils qui soient complémentaires. C'est dur, il faut construire des modèles qui sont souvent compliqués, et le fait d'être à deux et de pouvoir réfléchir, s'envoyer des réflexions, partager des difficultés, c'est essentiel. La solitude, pour un agriculteur, on sait ce que ça donne. Je ne sais combien d'agriculteurs se suicident tous les ans. Et donc, c'est un métier qu'il ne faut pas faire seul. Les gars, Moi, j'aurais peut-être un petit conseil déjà pour commencer, c'est pour les gens qui ont des profils qui ne sont pas du tout dedans, pas hésiter à se lancer avec des formations, avec du woofing, avec des services civiques. Vraiment, c'est hyper important et c'est hyper intéressant et on ne regrette jamais d'avoir fait ce genre de choses, je pense. Deuxième conseil, ça serait, en fait, je me suis rendu compte un peu ici que produire, c'est pas le plus dur en fait. Le plus dur, c'est vraiment de réussir à vendre derrière. Ça peut être vraiment intéressant quand on a un projet d'essayer de pas romantiser le truc en mode je vais avoir un terrain, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais d'essayer de partir du lieu, partir de la zone géographique où on se positionne, regarder quel est le marché, quels sont les besoins, quelles sont les interactions possibles avec les différents porteurs de projets, partenaires qu'on peut avoir sur le terrain, et partir de ça pour créer et pour choisir ce qu'on va produire, que ce soit en termes de production hard ou soft, en termes de production maraîchère, arbroforesterie, peu importe, mais essayer de vraiment partir du besoin pour développer un modèle et trouver le plus d'interactions possible avec l'écosystème local pour que ce soit résilient et que ça tienne le coup et en fait ne pas être seul comme dit Gérard. Mathéo, est-ce que tu peux rajouter quelque chose à cette pyramide du savoir qui est déjà immense? C'est plus compliqué pour lui parce qu'il n'est pas dans un lance. projet d'installation. pour Ah le moment. si. Pas Mais pour bon, il l'instant. veut faire pousser des plateaux d'échecs. Alors, Ouais. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'ont dit Elia et Gérard sur le fait que c'est assez important d'étudier effectivement le lieu où on souhaite s'implanter et de ne pas arriver et simplement de vouloir faire son truc, mais de faire de l'entraide, comme dirait Pablo. Ouais. Et on l'embrasse, il regarde tout. On le sait, Pablo, tu regardes tout. Et on a Loïc qui vient d'arriver à qui on doit ce très beau jardin. Loïc, on applaudit Loïc, bravo Loïc. Bon, enchanté. Loïc, c'est cool que tu viennes à la Voilà, fin alors, de cette vidéo. Il pourra répondre à la question que je n'ai pas su. Voilà, les graines, est-ce qu'elles sont F1 ou est-ce qu'elles sont population? Attends, qu'est-ce que tu appelles population? Bah, variété ancienne, quoi. D'accord, F1, quoi. variété ancienne. D'accord, Ouais. ok, très bien. Ouais. Je vais essayer d'y répondre. C'est Ça- quand tu ah, veux. ça- c'est Ah, pas ça je- commence, bah là, ça... En fait, si tu veux, nous, ça tourne tout le temps. Hein. Ah, C'est d'accord, ça YouTube, tourne c'est tout le pas temps. comme la téloche. Il n'y a pas D'accord. de action. Ah, bah, c'est- super, ça me va bien. Pour la plupart, ouais, ce sont des semences paysannes. Alors, on se fournit beaucoup chez la ferme de Sainte-Marthe, par exemple. F1, non. Quand vraiment on ne peut pas faire autrement qu'on ne les trouve pas, pour la fleur à couper, on a quelques F1, mais enfin, c'est vraiment rien du tout. La plupart du temps, semences paysannes et on récolte la plupart de nos graines aujourd'hui. Ah ouais, carrément, Ouais. vous faites de la reproduction. Ok, trop bien. T'es dans le monde agricole depuis combien de temps? Le monde agricole, disons que moi, je suis dans l'éducation nature depuis très longtemps. J'ai commencé en 2001, je travaillais dans des centres nature, des choses comme ça. En 2004, je suis rentré à la ville de Paris, donc je travaille avec des jardiniers de la ville. Après, j'ai créé une association pour développer les jardins dans des espaces un peu éloignés de la nature, des maisons d'arrêt, des hôpitaux, etc., etc. Donc ça fait, on va dire, 5 ans que je suis vraiment dans la production agricole. Mais sinon, j'étais dans le jardinage à vocation pédagogique et dans l'éducation à la nature. Ok. Depuis longtemps. Et du coup, les amis, si on s'est tout dit, on peut dire au revoir à YouTube. Merci les gens d'avoir regardé jusqu'au bout, vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, j'aimerais bien que tu me le dises en commentaire, que tu penses à t'abonner, à mettre un like et à activer la cloche. D'ailleurs, si tu veux voir la première partie de cette vidéo, elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Il suffit que tu cliques juste ici pour la voir. Regarde, elle est là, elle s'affiche devant toi. Allez, va la voir. Et si tu veux venir me voir sur scène, au fait, les dates s'affichent juste ici. Allez, ciao!